Pour ce nouveau récit de vie de Gatimeri, j'ai le plaisir de recevoir Dida Nigbagwire, que je peux définir comme une actrice, dramaturge et productrice, mais aussi une défenseuse des arts et de la culture rwandaise. On a enregistré cet épisode pendant mon séjour au Rwanda. Et si vous ne le savez pas, le Rwanda a connu un épisode traumatique dans son histoire, qui est le génocide. Dida faisait partie d'une famille de 11 personnes, dont seulement 4 ont survécu pendant ce drame. Dans cet épisode, elle nous parle de la relation qu'elle a entretenue avec sa famille disparue et comment elle parvient aujourd'hui à se retrouver elle-même pour cultiver sa propre identité et son amour de soi. Mais le Rwanda, ce n'est pas que le génocide, heureusement. Même si Dida a été la directrice de casting du film du best-seller Petit Pays de Gaël Faye, elle a aussi à cœur de raconter d'autres histoires, comme par exemple la faillite des pères dans la société, avec sa dernière coproduction, Father's Day. J'ai beaucoup aimé la sensibilité, l'honnêteté et la simplicité de Dida, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Dida Nigbagwire. Salut Dida. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis vraiment contente de revenir à Kigali et de revoir des personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps et de te voir évoluer. Ouais, ça va. Dans tes différentes activités. Alors pour commencer, j'aimerais te poser une question assez basique. Comment t'es tombée dans le cinéma, dans le théâtre, dans l'art en fait, tout simplement? C'est une longue histoire. Où est-ce que je vais commencer? On t'écoute, on est tout oui. Dans l'art. Peut-être je vais commencer par l'art parce que le cinéma, c'est récent. Et donc, en fait, quand je commençais, je ne savais pas que je faisais de l'art, en fait. J'étais trop jeune, j'étais dans une école... T'avais quel âge? Je pense que j'avais 12 ans. Okay. 12 ans, c'est l'école secondaire, donc c'est le collège, je pense. Et une fois, j'étais un peu, comment on dit stubborn en français, un peu... Têtue? Un peu têtue, je faisais tout ce que je voulais, j'étais la plus brouillarde de la classe. Mais quand même, j'étais pas mal, je passais mes cours, donc c'était bien, on me laissait faire tout ce que je voulais. Ouais. Et une fois, il y avait une fête à l'école et ils nous demandaient de faire un petit sketch sur l'allée de Marie au ciel, à L'Assomption. Le 15 août, ce fameux 15 août. Et moi, je me suis dit, mais moi, je peux faire un truc. Et les sœurs ont dit, ouais, mais vas-y. Donc, j'ai fait une pièce avec mes collègues de classe, mes camarades de classe. On était toutes jeunes. Et moi, j'ai joué Joseph. C'était le début de ma carrière. J'adore. Et je sais même pas pourquoi j'ai choisi Joseph, en fait. Et donc, j'ai fait... Maintenant que je sais ce que c'est, donc j'ai fait la mise en scène. Mais à l'époque, tu savais, toi, tu le faisais de manière spontanée. Oui. Et puis c'est pas, en fait, ici au Rwanda, c'est pas des choses que tu apprends à l'école. L'art, à l'école, on disait à l'école primaire, tu dessines, tu fais le sport, tu fais le chant, mais c'est jamais spécifique. On t'initie pas à l'art, en fait. Et donc c'est ça aussi, c'est comme ça que je commence à découvrir le théâtre. Et donc j'ai continué comme ça, je faisais des sketchs tous les ans que j'ai fait au collège. Et puis ça évoluait un peu quand même. Et puis aussi, c'est là où je commençais aussi un peu l'écriture parce que j'écrivais beaucoup à ma mère. Donc j'écrivais des lettres à ma mère pour dire comment j'allais à l'internat. Puis je mettais les cahiers en bas de mon matelas. Ah, j'adore. Ouais. Et donc quand j'écrivais à ma mère, j'ai commencé à penser, mais tu sais que je peux écrire à d'autres personnages que je connais pas. Et donc c'est comme ça que je commençais à créer des pièces au fait dans ma tête. J'écrivais des histoires et j'ai créé des personnages, je les racontais des choses et tout ça. Et donc quand j'ai fini l'école secondaire, je vivais dans un hostel avec d'autres filles. Et quelqu'un m'a proposé d'aller prendre une formation de théâtre chez Never Again Rwanda. Et juste avant, quand tu justement faisais tes pièces, ça a duré je pense quelques années. Ouais. Comment tu t'améliorais? Est-ce que tu avais une personne par exemple, un mentor ou une mentor, ou tu faisais vraiment ça de manière spontanée et toute seule C'était vraiment spontané, à part une fois j'avais un prof, malheureusement il est décédé quelques années après, mais c'était mon prof pendant 2 ans de Kinyarwanda. Il était aussi musicien en même temps. D'accord. C'était un très bon storyteller et toutes les histoires qu'il nous enseignait
enseigné en Kinyarwanda, la façon de les raconter, moi, je les reproduisais en pièces de théâtre. Ah, génial. Une fois, et puis je lui disais pas, hein, il venait dans les fêtes, à l'école, chez les sœurs, il y a plein de fêtes. Jésus va au ciel, Marie revient, tous ces fêtes. Et donc, une fois, c'était une comédie qui nous avait enseigné à l'école d'un mec qui adorait manger et tout ça. Et lui, la façon de raconter ça et la façon dont j'ai fait la mise en scène de la pièce, il a rigolé, il a pleuré. Ah, génial. Et donc, c'est la seule personne que je me rappelle. Donc là, c'est entre 12 ans et 17 ans. C'est la seule personne qui a reconnu ton art, en fait. Ouais. Et que je discutais, j'allais lui dire, ah, mais ça, cette histoire, c'est raconté comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut faire ça? Et je pense pas qu'il savait qu'il me donnait un peu du mentorship. Je suis pas sûre. Ouais. Mais c'est la seule personne à l'époque que je pense que m'a donné un peu, m'a ouvert les yeux et m'a donné une voix, en fait. Et m'a créé une autre réalité à l'époque. Ouais. Tu disais que tu étais chez une maison avec des filles. Ouais. Et c'est là où on t'a proposé une formation. Ouais. Là, il y avait Never Again qui cherchait des jeunes qui peuvent jouer au théâtre. Et donc, moi, je suis allée avec une fille avec qui on vivait. Elle, après, elle aimait pas, elle a quitté. Et après, genre 2 semaines, elle a quitté. Mais moi, je suis arrivée, j'ai dit, ah, ben voilà! Mais génial! Mais sachant que dans le contexte, ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu as fait des études d'électronique. Mais parlons-en, parce que c'est quand même important. Parce que là, on parle de l'art comme si c'était normal. Oui, mais en vrai, je suis électronicienne, je le reconnais. Et après, j'ai pas pratiqué depuis longtemps. Et donc, moi, en fait, quand tu es en 3e secondaire, tu dois... Attends, 3e secondaire, t'as quel âge? Dans 3e secondaire, t'as 14 ans, 15 ans. 14 ans, 15 ans. Ouais, 15, c'est fin du début lycée, quoi. Ouais, début lycée, tu dois choisir une section. Oui, une spécialisation. Ouais, où tu vas te spécialiser. Et moi, je voulais vraiment, parce que tu passes l'examen national et tu choisis 3 écoles et tu choisis la section que tu veux intégrer. Ouais, tu veux intégrer. Et moi, j'ai choisi 3 écoles et partout j'ai choisi la littérature. Ok, génial. Mais c'était l'époque en 2003 où au Rwanda, technologie, gender equality, il faut encourager les filles à apprendre des choses dans la tech et tout, dans la tech. Et puis aussi, c'est des sections où tu peux avoir facilement du boulot après l'école. Donc la littérature, c'est un secteur bouché. Et donc... Et mon école où j'étais, à l'école secondaire, ils allaient créer une section électronique télécommunication. Et donc, quand on a passé l'examen national, ils ont pris 12 filles de ma classe, dont moi, donc, ceux qui ont passé et qui avaient des bonnes notes. Et on nous a mis tous dans la section électronique. Et puis aussi, à savoir aussi qu'au Rwanda, tu choisis pas beaucoup. T'as pas de choix. Au fait, quand t'es jeune, tout le monde pense qu'il doit penser pour toi. Donc, tu prends pas... C'est pas qu'au Rwanda. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, t'as pas la liberté de choisir. Et donc, moi, je suis allée en électronique. J'étais pas mal, hein. Je faisais bien des installations électriques. On réparait des télés. Tu changes les ampoules chez toi? Oui, mais 2 fois. À un moment, j'ai un truc où, quand je ne veux pas quelque chose, je le nie, je le rejette. Je pense à un moment, j'ai rejeté ça. Ouais. Mais quand ça bime, je regarde, je dis, je sais faire. Et à voir qu'après l'école secondaire, j'ai fait 6 mois, j'ai travaillé j'ai fait la maintenance des ordinateurs pendant 6 mois. C'était mon boulot, j'étais payée pour ça. Ouais. C'était mon premier job. Okay. Je faisais la maintenance des ordinateurs. Comme quoi. Comme quoi. Moi, si mon ordi se pète au Rwanda, je sais qui aller voir. et donc, voilà. Et donc, tu as fait cette formation? Ouais, j'ai fait électronique télécommunication. Et puis après l'école secondaire, donc il fallait aller à l'université. En même temps, j'avais commencé la formation à Never Again. Mais les seules options que je trouvais à l'université, c'était soit administration, soit économie, soit les sciences sociales. Moi, je voulais beaucoup faire les sciences sociales. Et puis, il dit non, mais Dida, t'es plus intelligent pour ça, tu vois. C'est ça aussi. Il y a toujours, au fait, les gens
il y a des choses que les gens pensent qui sont bien. Bien pour toi, sans te demander toi ton avis. Ou mieux mieux que les autres. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en économie. À un moment aussi, j'avais beaucoup pensé à étudier le théâtre. Et ça, tu le faisais en parallèle de Never Again. Ouais. Okay. Parce que j'ai fait l'université le soir. Oh, ok. Donc, je travaillais la journée et j'étudiais le soir. Je faisais Never Again, je faisais la maintenance des ordinateurs. Ok. Toi, tu étais une slasheuse, comme on les appelle, avant l'heure. Ouais, et donc je faisais tout en même temps. Et donc je me suis retrouvée à l'Université libre de Kigali en économie. Donc je fais l'économie pendant 4 ans, mais j'ai fait 6 ans parce que j'aimais pas. J'ai suspendu. Tu traînais, j'ai suspendu 2 fois. Je me disais je veux plus aller à l'université. Et là, quand j'ai suspendu, c'est quand j'avais commencé vraiment à faire le théâtre à Ishio, parce qu'à un moment, donc après Never Again, on a créé plein. Parce que du coup, dans Never Again, la question que je voulais te poser, du coup, quand tu dis une formation, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu fais? Je pense juste aux auditeurs qui se disent aimeraient bien faire de l'art. Qu'est-ce que tu apprends dans ces formations? Au fait, dans les formations, donc c'était le jeu d'acteur, et puis aussi on écrivait en même temps nos pièces, donc l'écriture des pièces de théâtre, et puis on faisait des exercices, vocal, le mouvement, comment se comporter sur scène, et puis aussi comment travailler un sujet, comment être, pouvoir être le personnage, mais pas toi-même. Donc c'est vraiment c'était des formations de base du théâtre. Et donc ça, j'ai fait une formation, mais pas continue, pendant 6 mois. Donc on faisait 2 semaines ou 1 semaine. Et là, ils faisaient une campagne sur la réconciliation, le pardon et tout ça. Et on a commencé à faire des tournées dans le pays. Donc on allait jouer dans les écoles, dans les centres de jeunes, dans des marchés. Donc on faisait des théâtres en dehors, théâtre de rue. Mais à l'époque, je savais même pas que c'était le théâtre de rue. Oui, à l'époque, oui. C'était la scène, quoi. Et donc, je fais beaucoup tourner partout dans le pays avec le groupe qui s'appelait One Family. Et je pense dans le groupe, je suis la seule qui fait toujours de l'art. Hein. C'est vrai? Ouais, tout le monde est à un moment. Il y a un que j'ai rencontré hier en Nyungwe. Ah, très drôle. Il est chef il est manager de. De One and Only? Non, de Uwinga, là où les bureaux de RDB, de tourisme. Okay. D'accord, de tourisme. Ok, très bien. Il travaille. Ouais, je suis arrivée, je regardais, je dis, je te connais. Il me dit, mais non, depuis je sais pas combien 10 ans, il est dans le tourisme. Okay. Et puis il y a d'autres qui sont à la banque. Oui, c'était pas leur. Soit ça leur plaisait pas, soit ils ont pas pu percer dedans. Ouais, exactement. Donc là, après Never Again. Après aussi, c'est que à un moment, quand tu finis les études secondaires, dépendant aussi de ta situation familiale, et à un moment, il faut travailler. Et là, on était payé genre 5 euros ou 2 euros. Ouais. Donc, je faisais ça parce que j'aimais beaucoup. C'était ta passion, mais c'était pas quelque chose qui était rentable pour moi. Et donc, j'étais obligée de commencer à travailler en 2008. Donc, j'ai postulé pour un boulot d'être réceptionniste à l'office de tourisme. Là où il y a Obunge Hotel, maintenant il n'y a plus. Je passe souvent, j'ai l'image de la maison, là où il y avait les bureaux de tourisme. Et là, maintenant, c'est un gratte-ciel. C'est un gratte-ciel, ouais. Comme quoi, on l'évolue. Donc, je travaillais là-bas comme réceptionniste. Et du coup, là, est-ce que toi, tu avais conscience à l'époque que c'était ton boulot alimentaire? Oui, j'avais conscience. Ouais, parce que j'avais toujours pensé à ça, parce qu'à un moment, je me disais, il faut que j'arrive à prendre soin de moi, il faut que j'arrive à subvenir à mes besoins, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui veut pas demander pas demander de l'aide, mais même en grandissant, j'acceptais ce qu'on me donnait, mais j'allais pas demander plus. Ouais. Ça, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est pour cela que j'ai toujours su qu'il faut que je travaille pour arriver à tes fins, quoi. Ouais. Et quand tu prenais ce boulot de réceptionniste, justement, qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Est-ce que tu disais, là, je le fais
sur 1 an, 2 ans, tu le prenais et... Je savais pas. Ouais. Ouais. C'est ça aussi parce que des fois, quand t'es pas coaché à penser long terme. À long terme, donc tu fais des choses. Mais j'avais toujours eu parce que j'ai pas arrêté le théâtre. Oui. Tous les week-ends, j'allais jouer à Torero Café en ville avec mes amis de One Family. On faisait des pièces là-bas. Mais je savais que ça, c'est pas quelque chose que je vais facilement lâcher. Mais après, comme j'étais pas intégrée dans la scène culturelle à Kigali, et puis moi j'ai grandi à Butare, donc comme moi je suis arrivée à Kigali en 2005, donc je connaissais pas beaucoup, à part les gens avec qui je jouais à Never Again, je connaissais pas d'autres artistes en fait. Et donc j'avais pas la vision de comment moi je peux t'intégrer dans ce milieu, ouais, m'intégrer, rencontrer des gens. Je voyais pas comment en fait. Et donc j'ai travaillé là-bas, mais en même temps j'écrivais des petites pièces ici et là. Et il y avait une pièce que j'avais écrite que je voulais produire. Et donc j'avais en tête, je me demandais tout le temps mais comment je vais faire. Et une fois, j'ai un ami à moi qui était journaliste qui m'a invité à aller voir une pièce de théâtre. À Issue Art Center, c'était, je pense, après l'Institut français, c'était l'autre centre culturel à Kigali. Et j'arrive, je vois une pièce magnifique, c'était Carole Kalemera qui jouait Femme Fantôme. C'est une pièce sur les réfugiés. C'était un one-woman show. Et elle jouait genre 32 personnages elle-même, sur scène, elle-même, avec un musicien. Pour moi, c'était je sais pas, je me suis dit, c'est ça ma vie, c'est ça que je veux. J'adore. Et je me suis dit, comment je connaissais pas cet endroit? Et à la fin de la pièce, je me suis dit, il faut que je retrouve cette femme. Et donc, je suis retournée. Donc là, Ortepen, c'était l'office de tourisme, c'était intégré à RADB, Rwanda Development Board. Donc, j'étais toujours réceptionniste. Je disais aux gens, en quoi puis-je vous aider? Classique. Classique, de 7h à 17h. Mais après, comme j'avais un ordinateur, je continuais à écrire et tout ça. C'est la seule chose que je pouvais faire. Et donc là, quand j'ai vu Carole, j'ai cherché. Donc Carole, elle qui est artiste reconnue, voilà. Oui, elle venait de créer, c'était son centre en fait. C'était son centre à l'époque. Et donc ça faisait, je pense, 2 ou 3 ans qu'elle venait déménager au Rwanda, et donc elle avait commencé le centre. Elle travaillait avec beaucoup d'artistes, et moi je connaissais personne à l'époque. Et donc, je cherche son email. J'avais une copine qui connaissait quelqu'un qui connaît Carole. Donc, on m'a trouvé son email et je lui ai écrit de mon petit desk à RADB. Je lui ai dit, je m'appelle Dida, j'écris une pièce, on voulait le voir en pièce jointe et j'aimerais bien vous rencontrer pour en discuter. Trop génial. Et donc, et puis elle me répond le même jour. Hein. Ah oui, j'imagine. Ouais, elle me répond, elle me dit, mais tu peux passer au bureau. Puis moi, j'étais habillée vraiment comme une réceptionniste. De bureau et tout ça. J'arrive chez elle, je pense que je ai dit, mais c'est qui? hyper en mode très corporate, quoi. Ouais. Et donc, je veux voir Carole. Puis il me dit, mais on te paye combien là-bas? Je lui dis. Et puis il me dit, est-ce que tu peux pas venir travailler avec moi? Je dis, quand? Moi, je rentre à la maison, j'ai dit, ouais, j'ai trouvé un boulot, je vais travailler à Issue. Elle me dit, c'est quoi Issue? Ouais, bah du coup, oui, c'est ça, ta famille et tout. Ouais, tout le monde était. Donc, tu vas démissionner à RADB. Et puis, à RADB, c'était le truc à l'époque. Ouais, la RADB, c'est une institution publique. Privé, mais qui englobe tout. Exactement. L'investissement, le tourisme, tout est là-bas. Et donc, et moi, je disais, mais non, mais moi, je fais rien là-bas, je suis réceptionniste. Il dit, non, mais là-bas, tu vas finir tes études en économie, tu vas avoir une promotion. Ouais, tu vas monter en grade et tout. Ouais. Et donc, j'ai plus dit rien à personne. Je suis allée, j'ai démissionné. Et t'as pas eu peur? Ouais, t'as pas eu peur? Non, moi, au fait, parce qu'en fait, moi, j'ai pas peur de changement dans la vie, au fait. Ça, vraiment, c'est quelque.
même après, les boulots que je faisais, même pour m'alimenter, pour me faire un peu d'argent, il y a des trucs que je faisais au milieu, je disais, ah, mais j'aime pas ça. Même s'il y a beaucoup d'argent, je disais, non, je veux plus travailler sur ça. Donc, je suis toujours mon instinct. Ça me fait pas peur de dire, moi, j'étais très excitée d'aller travailler dans un centre culturel, que j'ai même pas pensé au reste. Ouais, c'est ça. C'était en fait ton goal qui t'a amené, et puis le reste, ouais. Et donc, je suis allée travailler chez Carole, c'était super. Je faisais en même temps l'administration, mais j'étais comédienne. J'ai produit ma pièce là-bas, j'ai trouvé des comédiens, des comédiennes, génial. On a fait la pièce. Oh, c'était super. Et qu'est-ce que t'as si t'avais genre un récap des 3 choses que t'as apprises pendant ces années-là où en fait tu te jettes dans le bain en fait, tout simplement, ça serait quoi? Moi, je pense, au fait, quand j'y pense, je pense que c'était bien parce que j'étais jeune. Ah, ouais, parce qu'en fait, du coup, tu étais plus insouciante. Oui, j'étais très insouciante, mais plus tu grandis, plus tout te fait un peu peur aussi. Ah, ça, ça, on l'a déjà dit dans le podcast. Ouais. On l'a déjà dit. Moi, je pense que j'étais jeune et moi, au fait, parce que l'art, ça m'a beaucoup aidé quand même dans ma jeunesse. Et aussi, je m'étais créé un monde où je voulais découvrir des choses. Et je pense c'est qu'avec l'art que je pourrais faire ça. Parce que dans le reste, même à RDB, j'étais toujours bonjour, en quoi puis-je vous aider, bonjour. Et à la fin, je me disais, mais je vais devenir un robot. Je vois. Et donc, je sentais que c'était pas ça que je voulais. Mais je pense aussi la naïveté de l'âge et de la découverte aide un peu plus, ouais. Et donc voilà, et donc je commence à travailler chez Carole comme comédienne, administratrice. Et du coup là-bas, qu'est-ce que t'as appris sur le métier? Tu vois, je veux dire, parce que toujours t'as le côté, le rêve, tu vois, l'idéalisation, tu te dis j'aimerais trop faire ça, etc. Tu le fais. Qu'est-ce que t'as appris à la dure? Ouais, parce qu'au fait, c'est que j'ai appris, c'est ce que je suis aujourd'hui, au fait. Moi, je suis allée là-bas, je voulais être que artiste. Et là, je suis productrice. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais aussi, c'est un côté que j'ai découvert et que je savais pas de toi. De moi, que j'aimerais beaucoup m'occuper de tout ce qui est autour de la création d'une œuvre sans nécessairement être la créatrice de cette œuvre aussi. Je vois. Et un peu l'impulser, quoi. Oui, et puis aussi c'est ce qui était difficile pour moi, c'est que j'ai aussi que j'ai réalisé très vite, c'était que aussi parce que j'ai toujours voulu pouvoir m'occuper de moi ou des autres et tout ça en termes financiers. Je me suis rendu compte très vite que c'était pas possible en étant que actrice. Intéressant, ça. Et ici à Kigali, et puis je suis toujours quelqu'un qui n'a jamais voulu aller vivre ailleurs, donc je voulais faire mon art ici et vivre ici et y parvenir financièrement et créativement, mais j'ai juste vite réalisé que financièrement, si je fais pas autre chose, et ça va, je vais pas y arriver. Il y avait pas assez de boulot. Donc t'as eu vite cette prise de conscience là que le côté, enfin c'est toujours la dichotomie classique de l'artistique et du business, de l'économique. Et du coup, toi, comment tu le gérais à l'époque? À l'époque, au fait, ce que je faisais, c'est que donc à un moment même quand j'ai quitté Isho, je suis restée comme comédienne, mais en même temps, je faisais des consultances, soit à Isho, sur des projets, mais vraiment à court terme. Je commençais à travailler comme traductrice. Orale et traductrice de quelle langue? De Kenya en français? De Kinyarwanda français ou Kinyarwanda anglais. Et puis mon anglais était pas bon. On a dit fake it till you make it. I know, so that's what I did. Et puis je travaillais dans la recherche, faire des évaluations de projets. Donc, j'ai fait plein d'autres choses en parallèle qui pouvaient pour pouvoir gagner de l'argent, pouvoir m'acheter. Déjà à l'époque, c'était pour me payer mon loyer, m'acheter des choses basiques de la vie. Bien sûr. Et donc là, quand je me suis rendu compte, c'est ça que et puis je voyais qu'on galérait même avec mes amis artistes. On galérait tous. Puis je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un business? Parce que tous les autres institutions avec qui j'avais travaillé, c'était des non-profit organizations, des organisations sans profit. Des ONG, Des ONG.
Et tout le temps aussi, il faut aller mendier. Enfin, mendier, Oui. J'exagère. Mais non, ouais, mais il faut aller demander de l'argent, il faut faire des rapports. c'est le côté un peu de dépendance de l'artistique, en fait. C'était, je pense que c'est Gaël qui disait ça, Gaël Faye, qui disait je voulais pas être un galérien d'artiste, et c'est vrai. Ouais. Mais donc toi, tu t'es dit dès le départ, je veux créer un business autour de mon art. Exactement. Et donc, c'était ça. Je regardais tous mes amis, même les jeunes artistes. Je me dis, mais je peux créer un business, trouver de contrat, payer tout le monde, mais payer moi. Ah oui. C'est facile, hein? C'est clair. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Ouais, c'est ce que tu as fait pendant un moment. Ouais. Et du coup, moi, j'aimerais bien en revenir juste rapidement à toi jeune, hein. Enfin, tu vois, parce que je pense que c'est ça aussi qui te motive dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu es né à Gikongolo, maintenant c'est Nyamagabe. Ah, Nyamagabe, je connais. Ouais, Nyamagabe. Je connais. Ouais, je suis née à Nyamagabe. J'y suis allée. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux me dire, quand tu étais petite, tu rêvais de devenir quoi? Est-ce que tu avais des rêves particuliers? Je dirais pas parce que je me rappelle même pas mon enfance aussi bien aussi. C'est ça. Il y a plein de choses dans mon enfance que je me rappelle pas. Peut-être que j'avais rêvé d'être quelqu'un et que c'est ça inconsciemment que je suis en train de faire, mais je me rappelle pas. J'ai pas cette image où je rêve d'être quelqu'un. Une certaine personne ou artiste ou businesswoman. Non, j'ai pas ce souvenir. On connaît du coup l'histoire assez sordide du Rwanda, du génocide, etc. Toi, je sais que t'as été victime et ta famille, etc. Ça, quand tu étais petite, comment tu l'as vécu? Comment ça t'a porté dans tes projets? Tout à l'heure, tu parlais justement d'écrire des lettres. Quand tu écrivais des lettres, tu les mettais sous ton lit pour ta maman. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est un peu, c'est... Pas toute l'histoire parce que sinon on va passer la nuit ici. Oui, au fait, c'est ça. C'est pour ça que je disais que j'ai pas vraiment des souvenirs de qui je voulais être parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées et que je pense que le moment où je commençais à me connaître ou à me projeter un tout petit peu, c'est vraiment après mes 8 ans. Et mais après aussi, c'est que je me dis, t'as toujours des vagues souvenirs, hein, t'as toujours des vagues souvenirs de qui tu étais jeune, mais après, comme moi j'avais 7 ans, donc c'est pas facile, même les visages de mes frères et sœurs, je m'en rappelle pas. Et puis moi, je suis née dans un petit village, donc il n'y a pas de photo. Là, maintenant, je cherche la photo de mon père et ma mère. Je pense que je l'ai perdue. C'est la seule photo qui existe. Et donc, même pour eux, j'ai dû regarder la photo pour vraiment me remémorer de leur visage. Et donc, après vivre le traumatisme du génocide, c'est aussi, je pense, c'est difficile de essayer de connaître qui tu es. Même jusqu'à maintenant, des fois, j'ai un ami qui est chanteur, Vanny Martin. Une fois, il m'a dit, mais Dida, est-ce que tu es vraiment sûre que c'est toi? Parce que, au fait, il y a aussi l'histoire que les gens qui m'ont caché m'ont amené au Congo. Et je suis rentrée avec la Croix-Rouge. Et de fois, ils me disent, mais peut-être c'est pas toi qui es rentrée. T'es pas la bonne personne. T'es pas la bonne. Ils ont envoyé quelqu'un. Et puis, je me dis, ah, mais non, mais j'ai l'air de. Je ressemble à mon frère. Et tu vois, c'est aussi. Parce qu'il y a beaucoup de cassures. T'arrives pas à te connaître. Oui, l'identité, déjà, quand t'as pas ce traumatisme, c'est compliqué l'identité. Alors là, j'imagine, Et puis, comme tu essaies de recréer tout le monde, d'essayer de t'imaginer qui ils étaient, et puis aussi, en parler, c'est pas aussi facile, hein, parce que ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir en parler. De fois, je me disais que j'ai peut-être rêvé. Et deux fois, je me dis, mais peut-être, j'écris même une pièce sur ça, que je n'ai pas encore fini. Tout le monde me dit de finir ça. Oui, moi-même, je vais te le dire, s'il te plaît. C'est juste un enfant un adulte, c'est un enfant qui est adulte en même temps, qui essaye de savoir s'il est toujours enfant et en train de rêver ou s'il est adulte et que c'est vraiment, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité.
Et donc, c'est ça. Je parlais de quoi? Non, t'inquiète, tu parlais juste de la difficulté à reconstituer son identité. Ouais. Et donc, moi, je pense, j'ai essayé de me connaître. Enfin, c'est même pas essayer. Je pense que je me suis connue depuis que je vis chez ma tante. Donc, je suis rentrée au Rwanda en 96. Donc pendant ce temps-là, tu étais au Congo, enfin, ouais, j'ai fait une année. Au fait, donc après, donc j'ai survécu avec ma sœur, mais à la fin, vers la fin du génocide, il y a quelqu'un qui nous a cachés, mais il nous a séparés. Et se disait, si l'un meurt, l'autre va survivre. Donc moi, il m'a mis chez son beau-frère et ma sœur chez sa mère. Et donc son beau-frère est parti au Congo, et donc il est parti avec moi. Et donc j'ai fait une année dans les camps au Congo. Mais après, ils ont essayé de me retrouver. Ma sœur y croyait pas, elle pensait que j'étais déjà morte. Et donc, quand je suis rentrée, donc je suis allée chez ma tante, comme il y avait plus la famille. Et ma sœur, elle était à l'internat, donc elle n'était pas là. Et là, je pense que c'est de là qu'au moins je peux dire que j'ai existé. Ouais, parce que le reste aussi, pour moi, c'était trop vague. Et comme j'étais petite, donc je suis rentrée, et puis il y avait plein d'enfants chez ma tante, des cousines et des enfants à qui elle était marraine. Donc tout le monde qui survivait, elle venait chez ma tante. Quand je suis arrivée, elle avait 15 personnes à la maison. Oui, je vois. Et puis c'est le cas de toutes les familles rwandaises à l'époque. Mais elle, quand même, c'est une battante. Je pense que c'est aussi la personne qui m'a appris à être moi-même et à être très forte. Parce que je voyais comment elle se battait pour élever tout le monde. Je me dis, mais comment elle fait, au fait? Je dis, elle est sorcière, je pense, elle a des magies quelque part. Comment tu fais toute seule à élever des enfants traumatisés? Ouais, c'est pas simple. Et donc, et c'est là, et puis il y avait d'autres enfants, on jouait, et puis on allait à l'école. Mais après, ma tante me disait que j'étais un peu traumatisée quand même, que les gens disaient, j'étais dans une école publique. Puis les gens disaient, mais laisse-la là-bas. Parce que les écoles publiques ici, donc, c'est pas les bonnes, c'est pas comme ailleurs, c'est pas les meilleures. Ouais. Et donc, les écoles privées, c'est mieux. Et puis, mes cousines, ils étaient dans une école privée. Et puis, ma tante, elle adorait, c'était la cadette chez ma mère, donc elle adorait sa grande sœur. Et puis, elle dit, ah non, je vais tenter la chance. Faut t'amener, ouais. Je vais la mettre dans une bonne école quand même. Ouais. Donc, elle m'a mis dans une bonne école. Et puis, elle m'a raconté, mais tu faisais des bêtises, mon Dieu. J'apportais tous ces livres de cuisine à l'école. C'est vrai. Et donc, je suis arrivée, première trimestre, je pense que j'étais l'avant-dernière. Mon oncle lui disait, mais quand même, la personne derrière elle, ça va pas. Ouais. Donc, ils étaient quand même, t'as essayé, il y a quand même quelqu'un qui est derrière toi. C'est ça. T'es pas dernière. Ouais, t'es pas dernière. Mais petit à petit, quand même, je me suis rattrapée. Et puis, donc, vivre avec mes cousines, c'est mes sœurs, en fait. Bien sûr. Et c'est là que je, quand même, devenir un enfant, tu reprends la vie, tu joues, tu t'aventures, tu te crées un monde, en fait, qui est réel, qui existe, qui est normal. Tu te crées un monde normal. Puis dans lequel aussi tu te sens appartenir. Je pense qu'il y a tout ce truc de... l'exil, je pense que c'est pas simple du tout. Et le fait d'appartenir à une famille, de réappartenir à une famille, de réappartenir à un pays même, je pense. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu disais justement, tu n'as jamais voulu quitter le Rwanda. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Ça c'est une autre histoire, en fait. J'ai toujours voulu, en grandissant, donc, en fait, comme j'étais dans une famille qui m'aimait, qui me donnait beaucoup, après le génocide et après que je rentre du Congo, je me suis rendu compte que j'étais orpheline quand je suis allée à l'internat. D'où j'ai commencé. Tu savais pas avant. Enfin, tu l'avais pas reconnu. Je le savais, mais je prêtais pas attention, en fait, parce que c'était vraiment entourée. Oui, je vois. Donc, quand je suis allée à l'internat, tous les autres enfants, après des copines que je m'étais fait à l'école, leurs parents venaient les voir, et puis ma tante, elle allait pas rendre visite à nous. Oui, à tous, oui. Et deux fois, elle venait pas, deux fois, elle venait une fois par trimestre. Donc, je commençais à réfléchir, non, mais si j'avais ma mère, si j'avais mon père, si j'avais mes sœurs. Donc, ça a commencé comme ça et j'ai commencé à reconnaître que j'ai perdu tous ces gens parce qu'on était 9 et puis on a survécu à 4.
Et donc 9 les enfants et donc 11 avec les parents. Donc on a survécu à 4 dans 11 personnes. Et puis c'était les 3 premières et moi j'étais la 9e. Donc c'est vraiment mon frère et ma soeur, mes 2 frères et ma soeur, on n'avait rien à voir, ils étaient plus âgés que moi. Plus âgés, ouais. Et donc j'ai commencé à recréer ces gens dans l'écriture à ma mère et parce que si 2 fois je me sentais triste à l'école et je savais pas pourquoi. Aussi, après maintenant je sais pourquoi, mais avant je savais pas pourquoi. Et donc j'allais dire ah non mais aujourd'hui je suis triste, je sais pas pourquoi. Oui, après c'est comme une sorte de journal intime en fait où tu avais ton monde à toi. Et donc en fait j'ai grandi avec ces gens autour de moi. Et j'ai commencé à les chercher dans mes pensées parce que je me rappelle même pas tous les visages à part ma mère et mon père parce que j'ai pu avoir la photo et donc en grandissant je me disais toujours que je vais pas les quitter. Pour moi quitter le Rwanda c'était les abandonner. Mais ça j'étais jeune. Mais après je pense que ça s'est vraiment ancré en moi avec le temps et avec le temps je me suis trouvé plein d'autres raisons de ne pas quitter le Rwanda, mais je pense qu'au départ c'était ça. C'était ça la cause. Ouais. Je vois. Trop cool. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est pas cool du tout. Mais merci d'avoir partagé tout ça. Je sais que c'est pas simple. Et du coup, toi aujourd'hui, donc tu as fait beaucoup de théâtre, énormément de théâtre. Et maintenant, tu es plus dans le cinéma. On peut dire ça. Qu'est-ce qui t'a fait justement rentrer dans ce milieu cinéma de manière ancrée? Je pense qu'il y a le film de Petit Pays avec Gaël. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, au fait, quand j'ai fait ma boîte en 2015, je faisais un peu de tout, en fait. Donc, je faisais des pièces de théâtre, j'ai fait des pubs pour Amster au Burundi, j'ai fait des pubs de Airtel, des télécommunications. Amstel qui est la bière, oui. Ouais, et donc j'ai fait plein de choses. Et puis, j'avais des amis qui commençaient à faire le cinéma, qui faisaient des courts-métrages et tout ça. Je les soutenais à la production. Deux fois, je les citais même. j'avais un peu d'argent. Et donc, c'était en 2018 qu'on m'avait contacté à travers Gaël, bien sûr, qu'on m'avait contacté pour faire le casting de Petit Pays, parce que j'ai produisé aussi des pièces radiophoniques, donc j'avais fait plein de castings dans le pays. Ouais, je vois. Et puis, les pièces que j'ai produisées, elles étaient super. Et puis, c'était des jeunes Rwandais. Je travaillais avec au moins 60 artistes, jeunes artistes. Oui. Et donc, j'en avais beaucoup parlé avec Gaël parce qu'on voulait faire un clip vidéo pour lui avec des jeunes et tout ça. Après, ça n'est pas abouti parce qu'il n'a pas pu le faire au Rwanda. Et donc, comme Petit Pays, ça devrait être en Kinyarwanda, avec des Rwandais et tout ça. Et il m'écrit, il me dit, j'ai donné ton contact au réalisateur et il aimerait te rencontrer pour le casting. J'ai dit, t'es sûre? Si j'avais jamais fait de casting pour un aussi gros projet. Et il me dit, non, mais Dida, t'inquiète, tu vas y arriver et tout ça. Et puis, lui, il était venu avec sa production et après, il n'allait pas me rencontrer toute seule, hein. Il allait rencontrer d'autres gens. Bien sûr. Et c'était drôle. Donc, je suis allée le voir. Même jusqu'à maintenant, il fait les blagues sur ça. Je suis allée en costard pour mon rendez-vous de directrice de casting. Tu t'es remis en mode réceptionniste, en mode tout ça sérieux. J'avais mon pantalon. Et puis après c'était cool. J'avais mis un long pull, mais avec la veste. La veste qui montre le côté corporate. Sac, et j'arrive. Et donc, il venait de voir d'autres gens pour le poste. Et puis, j'allais présenter ma boîte. J'avais tout préparé. Ah, j'adore. Et il me dit, alors, t'as lu le scénario? Je dis, oui. Mais il dit, non. Et on a parlé. J'avais rendez-vous de 30 minutes. On a passé 2 heures. Ah, j'adore. On a discuté. Et puis, il m'a pas dit. Hein. Non, il m'a quand même un peu dit que c'était moi. Mais oui, tu te dis, tu veux la réponse officielle. Oui. Il m'a dit, non, je te rappelle, c'était très bien de discuter avec toi. Je te rappelle, et comme ça, on voit comment on va travailler. Après, lui aussi, Eric Barbier, c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il veut quelque chose. Je pense pour lui, c'était déjà c'était moi. oui. Ouais. Et donc, mais quand il m'a dit ça, je dis, non, mais peut-être qu'il va aller, on va lui dire.
Parce que si les gens, même la production, ils avaient peur. Ils disaient, mais elle a jamais fait de casting pour un film. Mais comme quoi, il faut un début à tout. Et le casting est très bien d'ailleurs. Oui, merci. Le casting de Petit Pays est génial. Merci. Et donc, mais lui, il a insisté, il a dit non, c'est Dida ou personne. C'est Dida ou vous me trouvez quelqu'un d'autre à Paris. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le job. Et c'était super, c'était une aventure exceptionnelle. Et qu'est-ce que tu as appris de plus justement par rapport à ce que tu faisais avant? Parce que c'est ça qui t'a vraiment... Enfin, aujourd'hui, tu es productrice. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert en toi, ou dans tes talents, dans ta personnalité, dans ce que tu es, que tu n'avais pas avant, que tu n'avais pas décelé plutôt avant? Au fait, c'est un plus l'orientation. Parce que là, ma boîte, je fais plein de projets, et puis c'était rentable, hein, quand même. J'embauchais plein d'artistes, je les payais bien, j'étais heureux, et les gens avec qui je travaillais, ils étaient heureux, et je recrutais d'autres gens, mais il y avait pas une orientation de ce que je voulais faire, une avec vision claire, une vision claire pour la boîte. Soit j'allais continuer à travailler comme ça, être une boîte de production de tout. Ouais. Mais après, les débuts, j'ai l'impression que les débuts, c'est souvent comme ça. C'est toujours comme ça. Oui, c'est ça. En fait, tu tâtonnes, t'explores. Oui. Et puis après, il y a une voix qui t'appelle, et là, tu structures. Exactement. Et donc, je pense que c'est ça qui s'est passé, parce que au-delà de faire le casting, donc, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le réalisateur pendant le casting, on a passé plein de mois ensemble pour aller chercher les acteurs dans les camps des réfugiés, dans d'autres districts. On a trouvé des acteurs à Cyangugu, à l'ouest du pays. Donc, avec ça, il pouvait pas se passer de moi. Donc, j'ai dû travailler même sur le film, sur le plateau. Et donc, j'étais conseiller technique sur le tournage. Génial. Et puis, ma boîte aussi faisait le casting des extras, des figurants. Donc, on a fait aussi, ma boîte a fait des figurants, et les gens... Après ma boîte, je suis pas tout seul, donc avant Covid, j'avais beaucoup des employés. Donc, ils ont fait la figuration, et moi, j'étais toujours sur le plateau avec le réalisateur. Et donc, c'est en travaillant sur le plateau que je me suis rendu compte, on travaille avec les gens de la production, parce que c'était vraiment très proche de la production. Je me dis, mais ça, c'est intéressant. Ça, je peux le faire, en fait. Et puis, c'est quelque chose de concret. Donc, genre, on va faire tout ça, et à la fin, il y aura un film. Ouais. Et puis après aussi, je suis allée même travailler à la post-production. Donc, j'ai suivi le projet jusqu'à la fin. De A à Z, en fait. On a fait la première essai de projection à Paris. Et donc, j'étais là avec Gaël, le réalisateur, et l'équipe. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien faire des projets comme ça, où je fais quelque chose de... Enfin, là, j'étais partie du casting, mais vraiment accompagner un scénario, accompagner un casting, faire un tournage, faire la post-production, avoir un produit fini, comme ça. Et puis... donc, j'ai gardé ça en tête, et je commençais à chercher comment le faire, et puis comment aussi, si j'oriente que à ça, est-ce que ça va pas ruiner le côté business de la boîte? Comment je trouve le balance, parce que maintenant, je fais toujours aussi des choses un peu commerciales, ou des documentaires des NGO, et tout ça, pour gagner de l'argent, mais aussi comment avoir un côté de production cinéma indépendant. Et pérenne, en fait, c'est que le business model soit pérenne, et que tu sois pas... Ouais, je vois. Et donc là, c'était en 2019, j'étais allée en vacances par hasard. Enfin, moi, je crois dans l'univers, et je crois aussi dans les moments où on se retrouve avec les gens, où on rencontre d'autres gens aussi. Ça, j'y crois. Ouais, les rencontres, il n'y a pas de hasard. Oui, il n'y a pas de hasard. Et donc, j'étais à l'aéroport à Mombasa, je vois mon ami Kivu, qui est réalisateur, l'un des grands réalisateurs rwandais. Et puis, on était en train de discuter. On a parlé de problèmes dans le cinéma, quand même, je connais le cinéma au Rwanda, et puis je viens de travailler sur un petit pays. Et puis on a parlé de comment beaucoup de films qui se font au Rwanda, c'est de l'argent de l'extérieur, avec peut-être les réalisateurs d'ici, ou des réalisateurs de l'extérieur avec l'argent de l'extérieur. Et c'est jamais un film
rwandais à 100%. Il y a toujours une force. Fait pour et par les Rwandais. Et par les Rwandais. Et puis aussi, même les réalisateurs rwandais qui font des films avec des fonds étrangers, ça prend des années, ça vient avec plein de conditions. C'est en fait, à la fin, c'est édulcoré. Ouais. C'est pas ce que tu veux, en fait, parce que t'as des... normal, tu dois rendre des comptes, il y a l'argent qui rentre, donc, ouais. Ouais. Et donc, c'était ça. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas on fait pas un projet comme ça, où on fait un film 100% rwandais. Et puis, lui aussi venait de rentrer au Rwanda, parce qu'il était à Londres. Et on s'est dit, on y va. Donc, on a commencé la discussion avec un ami à nous qui est ingénieur son, Safari, c'est aussi le plus grand des ingénieurs son rwandais. Et puis, on s'est dit, on peut pas le faire juste comme ça et aller produire un film. On s'est dit, on forme les gens. Il y a plein de jeunes qui sont très bons, mais qui sont deux fois aussi formés par des étrangers. Peut-être qu'ils parlent pas bien anglais ou qu'ils parlent pas bien français. Mais si on les forme avec des Rwandais, si Kivu forme les jeunes, que Safari forme des jeunes en son, en Kinyarwanda, et que Jean-Luc forme des jeunes en lumière en Kinyarwanda, mais ils captent mieux, en fait. Dans ta langue maternelle, c'est comme ça que tu apprends le mieux, quoi. Exactement. Donc, on a commencé un programme qui s'appelle Iga Cinéma. Étudie le cinéma, si je peux traduire. et on a trouvé des fonds quand même pour faire les workshops, les formations pendant 2 semaines. Ouais, c'était 15 jours. Et puis l'idée, c'était que nous, parce qu'on voulait mettre des investissements dans la production d'un film et qui voulait déjà un scénario. Donc, le but, c'était de former ces gens, les embaucher sur le tournage, et puis aussi même pour qu'ils aient des crédits. Oui, de l'expérience à revendre après, bien sûr. Exactement. Et qui sont cotés dans le film, que c'est eux qui ont fait ça et ça. Et donc, c'est comme ça que c'était parti. On a fait la formation et puis on a tourné. Et puis, c'était pendant Covid et on est des aventuriers quand même. Les aventuriers qui veulent faire un film pendant Covid. Oui, puis en plus, ici, pendant le confinement, c'était des restrictions assez lourdes. C'était quand même un peu... C'était dur, mais c'était un peu fun parce que tu avais toujours la tension. On va nous enfermer. On a eu un lockdown pendant le tournage. Le lockdown, il était long. Et donc là, on a formé, on a tourné en janvier 2021. Donc, on a fait le montage, mais comme ici, il n'y a pas de studio de montage à haute qualité. Donc, c'était aussi l'expérience, c'était aussi de voir qu'est-ce que nous, on peut faire, où est-ce qu'on peut arriver avec le film. Jusqu'où on pouvait aller avec les moyens du bord, en fait. Exactement. Donc, là, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire la post-production ici. Soit on crée un studio de post-production, soit on va toujours aller à l'étranger. Donc, c'était aussi l'idée de savoir jusqu'où on peut aller. Et donc, quand on avait fini le montage basique, on a soumis au Berlinale et il nous dit on veut le film. Ils ont soumis le projet. On a soumis le film et le draft. On a soumis le draft du film au Berlinale. C'était en novembre 2021 et il nous écrit on veut le film pour février. Et là, on était... déjà, c'était trop bien. C'était trop bien. Parce que la Berlinale, c'est quand même un festival de référence, quoi, pour le film, le cinéma. Oui, et puis pour nous, c'était au fait une réussite. Parce que c'est ça qu'on voulait. On voulait où est-ce que le film peut aller. Ouais, c'est vraiment la reconnaissance d'une production nationale aux yeux du monde, du Rwanda au monde. Exactement. Mais là, on était là. Qu'est-ce qu'on fait alors? La post-production. On n'a jamais pensé qu'il fallait faire qu'il fallait payer pour la post-production. Donc c'est ça aussi, c'est qui est bien que quand tu as des connexions et que tu travailles bien avec les gens, ils ont des reconnaissances. Donc, c'est comme ça qu'on a pu aussi faire la post-production. On venait aussi de tourner un documentaire qu'on a fait avec Gaël Faye aussi. Et donc, les gens avec qui on a tourné le documentaire ici, ils nous ont dit « Ah non, mais si vous pouvez venir à Paris, on peut vous aider à trouver des... » Parce que tous les studios qu'on trouvait, c'était genre... c'est méga cher. $1,000 par jour. Ouais. Moi, je regardais les prix, j'étais « Ah, ok, donc on va pas au Berlinale. »
Ça va pas se faire, mais non. Ouais. Et donc, à travers donc, toutes ces connexions, on a pu aller à Paris pour faire la post-production. On a soumis le film la veille quand même. J'adore cette tension. Toi qui aimes la tension, le lockdown, là, c'était bien. Moi, j'ai dit, on a soumis et puis on a pris l'avion, le train pour aller à Berlin. De Paris. et puis après, c'était bien le train parce qu'on a pu travailler avec Yves. Et heureusement aussi, on a pu amener, on est parti à 7, à 6, les 3 acteurs. Oui, rwandais. Rwandais, 3 acteurs du film, l'ingénieur son. Donc, c'était vraiment la grande reconnaissance première. C'est génial. Ouais. Et donc, ça c'est quand même, c'est ça. Au fait, je me suis dit, quand on a fait la première, j'ai rigolé parce que le film, quand même, n'est pas très joyeux, mais je pleurais dans tout le film. Je me disais, c'est parce que je suis fatiguée ou le film est triste. Écoute, je l'ai pas encore vu. Mais je te dirai. Mais en tout cas, le film, du coup, ça a été un carton parce que il a été au MoMA, Pompidou, Marrakech. Il a un peu tourné quand même, et sachant que c'est que le début. Exactement. Donc c'est ça aussi, c'est ça qui est quand même un peu rassurant en fait. Tu te dis, je commence cette aventure, est-ce que ça va marcher aussi? Et puis quand même, moi je suis quelqu'un de très dédié. Quand je commence quelque chose, je dis ça doit. Mais c'est pas plus mal. Parfois, c'est pas. Le seul risque avec ça, c'est quand ça marche, parce que ça arrive dans la vie que ça marche pas, de pas trop le prendre personnellement et de. Le problème, je le prends personnellement. C'est ça mon problème. Ouais, donc là, voilà, le film il tourne. Attends, je t'envoie le lien. Non, mais t'inquiète pas. Mais après, si Kibou m'entend en train de dire, je donne le lien à tout le monde. Non, mais je ne le partagerai pas, promis. Au milieu de tout ça, donc on a coproduit aussi le documentaire le silence des mots avec Gaël et Michael. Je l'ai vu. Ouais. Et sur les femmes qui témoignent. Ouais. Et donc c'est ça aussi, et puis aussi c'est le fait de raconter des histoires rwandais, soit des histoires qui est liées au génocide des Tutsis, bien sûr, parce que ça on va jamais s'en passer, ça reste ancré dans notre histoire, mais aussi raconter aussi la vie aujourd'hui, parce que tu vas voir Father's Day, c'est vraiment le rôle des pères, la faillite des pères dans la société rwandaise. Et je parie qu'on peut l'extrapoler sur plein de pays. Exact. Je pense que vous savez que ça parle à tout le monde. Aux îles Canaries, tout le monde me disait « Ah non, mais ça nous parle, ce film est magnifique. » Je dis « Ok. » Ouais, je pense que ça peut s'extrapoler. Et c'est ça la beauté, je trouve aussi Je trouve que les plus beaux films sont les films locaux, faits par des locaux, par une histoire très, très locale en fait, qui peut toucher des gens mais complètement différents, qui vivent des réalités différentes, mais qui en fait ne sont pas si différentes que ça. Ouais, exactement. Et donc c'est ça aussi, c'est ça aussi. On se dit, moi c'est ça que je disais à Kivu, mais vraiment ça montre qu'on peut raconter toutes nos histoires. Exactement, parce que vos histoires ont des échos. Mais c'est ça, mais aussi un peu sortir aussi de l'idée qu'au Rwanda on raconte, parce que si même avec les subventions et tout ça, quand il n'y a pas le mot génocide de Tutsi, les fonds ils disent jamais cette histoire. Donc aussi essayer de changer de narratif. Bien sûr on peut raconter le génocide, mais aussi on peut raconter autre chose. Et ça pour moi ça c'est très important. Bien sûr. Et je trouve aussi, là maintenant je réalise aussi, je me suis dit peut-être aussi c'est ça aussi qui m'attire dans le cinéma, c'est parce que tu peux donner, l'histoire peut aller plus loin. Tu vois, les pièces de théâtre, tu tournes ici, puis ça finit, tu vois. Mais le cinéma, ça part, ça voyage, tu partages avec, toute une autre, avec d'autres c'est une autre univers, dimension la diffusion est beaucoup plus large en fait. Non, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est vrai. Donc voilà. Et là aujourd'hui, justement, tu vois, effectivement, ce n'est que le début et c'est déjà très 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 cool. Donc je sais que la suite va être merveilleuse. Il y a une question que je pose souvent dans ce podcast, c'est celle du sweet spot. Le sweet spot, c'est l'endroit où tu te sens bien, à ta place. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu te sens à ta place ou pas? Je suis jamais à ma place, en fait. Je pense que c'est mon problème. Je suis jamais, je me satisfais pas facilement, en fait. Il y a des petits moments où je sens que
je suis content de l'accomplissement ou de choses qui se passent dans ma vie, mais ça reste pas longtemps. Ouais, t'es toujours en quête de... Ouais. Et je me suis toujours posé la question, je dis, mais pourquoi je suis jamais... je disais à mon ami, parce qu'on a aussi le centre culturel avec... oui, l'espace avec Kivu et Wesley. Et donc, à un moment, Wesley m'a dit, mais Dida, mais quand même, on a fait quelque chose. On a un centre, les gens, ils viennent voir des spectacles, on fait des créations. Je lui ai dit, mais non, mais on loue cet endroit. Il faut qu'on arrive à construire notre espace. Et puis, il me dit, arrête, il faut un moment se poser. Et célébrer. Et célébrer. Ça, on va penser à ça demain ou après-demain, mais là, dans ce moment, parce qu'il y avait une très belle pièce, on vient de voir une très belle pièce, les gens, ils étaient contents, et puis c'est grand, et vraiment, à un moment, j'ai ça, mais ça disparaît Et ça, parfois, t'as pas peur, justement, cette quête perpétuelle de jamais être satisfaite et du coup d'être toujours sur le... Tu vois, enfin, moi, c'est des questions que je me pose aussi. C'est pour ça que je te pose la question. De justement, est-ce que tu as déjà réfléchi ou pas à quelle serait la destination? Mais du coup, ça, après, c'est la question du podcast, la question de la réussite. Parce que c'est un peu ça. J'aurais réussi ma vie si. Ou quand? Est-ce qu'on réussit jamais sa vie? Je sais pas. C'est un débat. Moi, après, je sais pas s'il y a des gens, s'il y a des gens qui disent que moi j'ai réussi ma vie. Ça arrive, il y a des gens. Non, souvent les gens se disent je pense que j'aurais réussi ma vie si. Ouais. Tac, tac, tac. Tu vois. Ouais. Mais s'ils arrivent là, est-ce qu'ils sentent vraiment qu'ils ont réussi? Mais en fait, il y a un épisode que j'ai fait avec un explorateur, un jeune explorateur, Ulysse, et j'aime beaucoup son idée de dire. Dans la vie, on a des jeux finis ou des jeux qui sont infinis. Des jeux finis, c'est je réussis si j'ai $1 million. C'est quantifiable, tu y arrives, c'est fini. Les jeux infinis, c'est dans ma vie, j'aurais réussi quand j'aurais, par exemple, moi, ma définition qui est la plus proche aujourd'hui, qui va peut-être changer, c'est d'avoir la liberté d'être moi-même. Voilà, la liberté d'être soi, pour moi, c'est ça la réussite. La liberté d'être soi, c'est infini. Tu seras jamais libre vraiment d'être soi. Du coup, c'est un jeu infini. Et du coup, tu te mets dans cette mouvance-là. Et en fait, c'est l'action elle-même d'aller vers cette direction-là qui te mène vers la réussite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, je vois, mais en fait, peut-être que je me pose pas, parce que moi, je me pose pas peut-être la question. Peut-être que tu devrais. Peut-être, je sais pas. Non, parce que je pense que c'est peut-être volontaire, parce que moi, après, en termes d'argent, je me suis jamais dit je vais être millionnaire. Mais en termes de travail aussi, comme j'arrive jamais à me dire, enfin, à me satisfaire de ce que tu fais, de ce que j'ai fait ouais, je sais pas si vraiment il y a un truc. Ouais, je vois. Mais du coup, en fait, moi, c'est vraiment des réflexions que j'ai. C'est pour ça que je pose la question. Hein. Tu vois, parce que le fait de jamais satisfaire, parfois, le problème, c'est que ça a des risques. Parce que tu pousses toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Et tu peux craquer à un moment donné. Même si c'est ta boîte, même si c'est, tu vois. Et du coup, moi, en tout cas, cette réflexion que j'ai eue, moi, j'ai craqué pour une boîte, tu vois, j'ai craqué. Et parce que toujours plus. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses où tu peux te dire, ça au moins quand tu l'as, ça te rassure et ça te permet d'être down to earth et de te dire, en fait, tu n'es pas obligé tout le temps de courir vers quelque chose. Mais c'est une réflexion, oui, vraiment. Oui, je pense, je comprends. Mais après moi aussi, je pense le problème, c'est que j'ai tout construit autour de ce que je fais. De ton travail? Ouais, donc toute ma vie, mes plaisirs et tout ça. Le travail vient en premier. Et je pense déjà, je suis dans ma satisfaction. Je sais pas si ça fait sens. Mais elle est jamais assez. Et donc ça reste... ça tourne toujours. Ouais, non, oui, c'est le perpétuel. Mais après, tu as raison, peut-être qu'à un moment, je
que j'arrive à évaluer et dire si ce que je fais, c'est ma satisfaction. Parce que j'ai jamais pensé que j'avais... Tu vois, il y a 2 moments où tu dis, j'ai échoué ça. Je compte jamais mes échecs. J'arrive pas à compter les échecs. Et quand je regarde ma vie, je dis... je pense que j'ai rien échoué. Et puis, il y a des choses que j'ai fait à petite échelle. J'étais content cette petite échelle. Et il y a 2 moments où peut-être j'aurais pu faire plus et j'ai pas fait. Mais ça te satisfaisait. Ouais. Et donc, j'ai toujours été, dans l'autant, soit en accord avec moi-même par rapport au travail que je fais, par rapport à ce que je veux autour de moi. Et j'ai pas peut-être consciemment, je pense que je serais en train de mentir si je dis que j'ai mis ma vie autour de ce que je fais consciemment, je pense pas. Je pense que c'est ça ma satisfaction. Et puis aussi, une fois quand même, c'était pas un échec, mais aussi parce que j'ai construit le travail que j'ai fait à un moment. Je voulais satisfaire. J'ai promis à mes morts ou à ma famille, je ramène les morts, mon Dieu, que je vais les amener, que je vais les présenter beaucoup de choses. Je me disais, je vais réussir, je vais vous faire voyager, je vais faire ça et ça et ça pour vous. Moi, j'ai toujours beaucoup fait des choses. Au moment où j'ai rencontré mes morts ou mes gens, je les ai amenés avec moi pendant longtemps, jusqu'à, je pense, à mes 30, 31 ans. Donc, tout ce que j'ai fait, c'était par rapport à eux et pour les satisfaire. Et quand j'ai senti qu'ils n'étaient pas très présents, et là, pour moi, c'était mon déclin. Et là, j'ai dû... j'ai un peu déprimé. Même quand j'étais à Mombasa, c'était ça, j'avais déprimé. Après, tu vois, au Rwanda, tu déprimes, tu dis aux gens, t'as déprimé. Ils en rendent pas. C'est des vrais sujets. C'est du coup, au contraire du sweet spot, l'autre notion, c'est la traversée du désert. Tu vas te dire, en fait, tu comprends pas ce qui se passe, parce que toi, là, tu arrives à l'expliquer et tout, mais du coup, ça, comment tu le vivais et comment tu t'en es sorti? Au fait, ce moment-là, je me suis rendu compte que j'ai parce que j'étais pas quelqu'un qui veut dire je vais être millionnaire et tout le monde saura que votre fille est millionnaire. C'était pas ça mon idée. Oui, bien sûr. Moi, c'était intime en plus. C'était très intime. Et c'était les offrir des petites choses. Genre, moi, je voyageais, j'allais jouer une pièce en France. Je arrive à l'aéroport, je dis, venez, on y va. Dans ma tête. Dans ta tête, ouais. Genre, on y va. Je suis allée étudier aux États-Unis une année. Ils étaient avec moi. Mais à un moment, je pense que ma vie a été très intense, que je les ai un peu perdus. Ou aussi, parce que j'y crois beaucoup, ou aussi à un moment, ils m'ont laissé tranquille. Ouais, je saurais te dire pour le coup. Mais ouais, intéressant. Ouais, et donc là, pour moi, c'était genre, je pense que je vais vous donner le maximum que je voulais vous donner. Et puis après, je ne savais pas quoi faire. Mais du coup, est-ce que c'est pas, du coup, je pose juste une question, c'est pas une manière aussi, du coup, de te retrouver toi pleinement? Au fait, c'était ça la suite. Sorry. Mais après, je ne savais pas. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui me l'a dit, comme tu le dis. C'est vrai, ouais. J'ai discuté avec quelqu'un. C'est une femme avec qui j'ai joué une pièce une fois. Et elle était au Rwanda. Il voulait une comédienne avec qui elle fait une pièce. Et donc, on me l'a présentée. Et on discutait. Et puis, c'était vraiment le moment où j'étais down. Hein. Puis, il me dit, ça va, ça va, le travail, ça va. Mais je me sens down, tu vois. Et puis, elle aussi, elle était dans le délire de mort et tout ça. Je dis, tu vois, j'ai perdu mes mots. Ils sont plus là, ils m'ont abandonné. Bla. Parce que quand même, il y a beaucoup de moments où, quand je me sentais triste, où j'avais des soucis, je parlais beaucoup à ma mère et je sentais qu'elle me répondait sans me dire, je sentais qu'elle était présente, qu'elle me parlait et tout ça. Et tout ça, j'ai perdu. Donc, j'ai raconté ça à la dame. Et puis, elle me dit, mais Dida, t'as fait toute ta vie autour de ça. C'est le moment de te retrouver et de faire quelque chose pour toi. Pour toi, ouais. Tu vois, j'écrivais des poèmes. Je disais, j'écris un poème.
guilty of surviving, je sais pas comment j'explique ça. La culpabilité de survivre, ouais. Et c'était ça, je disais, je suis désolée, j'ai aimé quelqu'un plus que vous, tu vois. Et donc, c'était dans tout ça. Et, puis, ouais. Et donc, elle m'a dit, mais c'est le moment peut-être pour toi d'essayer de te découvrir. En fait, j'ai appris à m'aimer récemment. Hein. C'est vrai. À me regarder dans le miroir, je dis, hey, bonjour Odile. Et ça, du coup, qu'est-ce que tu... Mais en fait, c'est hyper intéressant. On revient sur l'identité et la quête d'identité et la quête de soi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu découvres? Et je pense que tout le monde passe par cette phase, que ce soit avec des raisons plus ou moins dures. Ouais. Mais ce truc de quand t'es down et tu te dis, en fait, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais. Ouais. Et en plus, de loin... On pourrait croire on pourrait se dire, mais Dida, elle fait du théâtre, du cinéma depuis tant d'années, elle sait ce qu'elle veut faire, elle est déterminée, blablabla. Mais tu vois, ces moments de creux, ça arrive à tout le monde. C'est des choses dont on parle pas assez. Ouais. Au fait, je sais pas. Au fait, quand je dis j'ai appris à m'aimer, par exemple. Par quoi tu le cultives aussi, cet amour de soi? Ouais. Au fait, c'était ça aussi. Et puis, j'ai été un peu déçue par des amis, ça. En fait, moi, je suis quelqu'un, à l'époque, moi, je me changeais, c'est horrible. Non, juste, je précise, Dida dit toujours, à l'époque, comme si elle était vieille. Dida a 35 ans. Mais tout va bien. Non, parce que au fait, j'ai un ami, mon meilleur ami, qui me disait souvent, mais Dida, j'arrive pas, avec tout ce que tu as vécu, j'arrive pas à croire comment tu crois aux gens. Comment tu arrives à aimer les gens, à les croire. Parce qu'il voyait qu'autour de moi, ça allait pas, les gens me mentaient. Moi, je suis quelqu'un, si tu me dis ça, c'est ta vérité, j'accepte. Hein. Je veux même pas aller demander aux autres, est-ce qu'elle m'a menti? Jamais j'étais genre... c'est pas naïf, mais vraiment... Oui, t'avais un cœur pur. Ouais. Et donc, tout ça, quand j'ai commencé à me découvrir, je pense avec la chute, j'ai aussi commencé à découvrir les gens. En fait, parce que là, je regardais les gens différemment. Parce que j'avais posé les gens que je regardais, qui m'aidaient ou qui me donnaient ces chaleurs, l'amour et tout ça. Et au fait, je me suis commencé à me rendre compte, je voyais tout ce qui n'allait pas dans ma vie. C'était ça. Dingue. Et ça, t'avais quel âge? 31 ans. Ouais. Mais c'était donc il y a 4 ans, c'est pas il y a longtemps. Non, mais c'est hyper intéressant. Et au fait, c'est ça que j'ai pas aimé l'expérience, parce que quand je suis sortie de ça, j'ai commencé à voir tout ce qui va pas autour de moi. Tout ce qui n'allait pas. Mais peut-être c'est juste, tu vois, justement, tu changes de prisme. Mais oui. Tu vois, c'est comme si tu étais dans un film, dans une pièce, et on te sort une autre pièce. Et tu redécouvres la vie, tu vois, la caverne, l'histoire de la caverne, quoi. Et c'était exactement ça. Trop cool. Et puis après, donc, j'ai commencé à réapprendre comment vivre avec les gens, comment, regarder les détails. Maintenant, les gens, quand quelqu'un me raconte l'histoire, j'écoute entendu. Je sais qu'on me ment ou on me ment pas. Là, il y a un petit Mais ça, j'avais pas. Au fait, aussi, je pense aussi, j'ai grandi, au fait. Je pense aussi, même, j'ai pris du temps à grandir. Écoute, avec... Parce que tout le monde me dit, mais Dida, ça, on fait ça à 25 ans. Non, il n'y a pas d'âge. Et puis, il y a aussi toute l'expérience d'avant. Tu vois, c'est quand même énorme, quoi. Ouais. Donc, et puis aussi, c'est ça aussi. Et puis, j'ai commencé, au fait, à me regarder, moi, à me dire, mais Dida, tu vois, je connaissais, au fait, je regardais, maintenant, je me regarde et je me dis que je m'étais jamais assez regardée. C'est dingue. Ouais. Et que je connaissais pas bien mes doigts, tu vois, j'avais jamais pris le temps de me regarder comme personne. Je pense que j'étais tout le temps... Dida était tout le temps dans ma tête. Elle était jamais très physique. En fait, tu t'incarnais pas, Ouais. C'est dingue. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre... ça fait 4 ans. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet, la connexion corps et esprit. On se dit toujours que... on est des personnes assez cérébrales, tu vois, et pas assez connectées, ancrées en soi. Et ça s'apprend. Oui, c'est ça. L'ancrage, c'est dur, mais c'est... Hier, je faisais un massage avec Sandra, et qui me disait, pendant le massage, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connectée à mon corps. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment exactement se connecter à son corps. Parce qu'on ne le fait pas assez, on est beaucoup dans notre tête.
C'est ça. Là, je vais passer sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le tamé de Gatémeri. Pendant ces différentes transitions, quelle a été ta plus grande peur et comment tu as su la surmonter? Ma plus grande peur. Je pense que ma plus grande peur, c'était de me perdre. Explique. De me perdre, parce qu'il y a 2 fois, parce que au fait, quand tu es dans le changement ou qui est en train de créer des choses, à un moment, moi, il y a 2 moments où quand je suis dedans, je sens que c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Quand j'avance trop, à un moment, je pense c'est comme si quelqu'un d'autre est en train d'avancer et ça me demande d'aller rattraper moi. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Je comprends pas. J'essaye, hein, je te regarde en mode comme une folle. Non, mais là, je comprends pas. Au fait, je pense que c'est la question de se détacher. De se détacher, au fait. Je pense que je me détache trop de moi quand je suis... Ah, t'es en mode pilote automatique. Ouais. Oui, je vois très bien. Ouais. En fait, quand t'as un projet ou quelque chose et que tu veux avancer, que tu l'as dit tout à l'heure, t'es hyper déterminé à avancer, tu te détaches du truc, tu te mets en pilote automatique et tu ressens pas tes émotions. Exactement. On connaît ça. Et puis après, je me dis, ah non. Et comme aussi, j'aime bien quand même avoir un peu d'esprit d'humanisme dans ce que je fais. Et des fois, j'ai peur que quand j'avance dans les projets ou c'est pas perdre ça, mais c'est comme si je mets ça de côté. Tu as peur que ça te freine, en fait. Ouais. Tu te dis que, je vois. Ouais. Et donc, je vais rechercher ça après. Donc, quand j'arrive à 2 moments où je freine, je dis, oh merde, Dida, c'est où? Et je vais ramener Dida. Et je pense qu'en fait, parce que peut-être c'est Dida qui fait ça et je vais ramener quelqu'un d'autre. Puis après, peut-être qu'il y a plein de Dida. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je pense qu'on est plusieurs. On est plusieurs. Je pense qu'on est vraiment. Moi, j'y crois vraiment qu'on est plusieurs et que tu as une partie hyper cérébrale, machine de guerre qui va et t'as l'autre, tu te dis, oh là là, oublie pas l'autre, oublie pas ta sœur, quoi. Ouais. Ah, ouais. Et parce que moi, ma peur, c'est ça aussi, la peur de me perdre que j'ai dit, c'est aussi par rapport à mon entourage, par rapport aux gens. Et je me dis, j'ai peur que les gens me reconnaissent pas, tu vois. Que je pars dans un truc où je me focalise que sur le business, moi, les projets, tout ça, et qu'on me reconnaît pas, qu'on me retrouve pas. Parce que c'est ça que je donne aux gens, je trouve. Tous mes amis et tout ça, il y a Dida qu'ils aiment parce que Dida est là, ils les aiment, ils les aident, tu fais quoi, je sais pas quoi, et puis... Mais je pense que quand je pars, je me focalise sur mon projet et mon travail, j'ai peur de perdre cette personne. Et je sais que beaucoup de gens, quand ils viennent chez moi, ils cherchent cette autre personne. Pas la Dida qui est en mode businesswoman. Ouais. Et du coup, tu te dis pas que, justement, si ton vrai toi, c'est de développer tes projets, etc., et que si tu exprimes ça à fond et que les autres te reconnaissent pas, est-ce que c'est grave? Oui. C'est une question. Pour moi, c'est un peu grave. Pas un peu grave, c'est grave. Oui. Non, mais je comprends. Enfin, là, c'est vraiment une question pour te provoquer. C'était exprès, mais je comprends. Oui, tu t'accordes de l'importance au regard des autres. Mais parce que je suis très dure dans le travail aussi. C'est ça le problème. Tu vois, les gens qui me connaissent en dehors de mon travail, et quand ils me voient, je sais, il y a des gens qui me détestent dans le travail. Il y a des gens avec qui, on est potes, on discute, et on se retrouve sur un projet. Et ces gens, merde. Non, moi, je préfère te connaître comme ça. C'est pas la même. On nous a ramené parce que vraiment, pour moi, si je veux que quelque chose réussisse, ces gens, je mets tout de côté. Et ça m'est beaucoup arrivé de travailler avec surtout des amis où moi, je suis là, je vais les choses comme ça et je sens que c'est... Ça frustre. Ça frustre. Et puis, je suis intolérante et impatiente. Et ça, c'est horrible. Ouais. Et donc, ça, c'est dans mon travail. Et donc, ça fait que
quand les gens me rencontrent, même pour discuter un projet, tout ça, donc il y a Dida, tout va bien. Elle sourit, elle est drôle, blabla. Mais quand j'arrive en Asie... Oui, tu mets ta casquette et et puis ce qui est bien à la fin, c'est que ça fait que les choses marchent. Et ça, les gens, ils aiment bien à la fin. Mais j'essaie de trouver une balance. Ouais, mais après, c'est ça, c'est que si les gens te connaissent dans ta globalité... Ouais, ça passe. Tu vois, ouais. C'est OK. Ouais. Mais quand même, mais ça fait que des fois, il y a les gens qui disent « Oh, on ne veut pas d'elle. » Intéressant. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Tu disais tout à l'heure que tu étais impatiente et exigeante. Je ne sais pas si c'est ça, mais... l'impatience, c'est je suis très ça. Je sais pas si c'est une leçon que je dois apprendre. Je sais pas. Après, pour moi, ça m'aide parce que comme quand je suis très impatient avec les gens, il fait ce que, enfin, des gens, ils savent, tu vois, le Rwandais normalement, il te dit je viens à 14h, il vient à 15h. Moi, tu fais pas avec moi. Avec moi. Donc, l'impatience ici, ça joue bien pour moi. Oui, ça t'aide à avancer sur tes projets. Avancer. Et mais le leçon, c'est la confiance. J'ai trop confiance. Ah, du coup, c'est qu'en fait, tu te fais souvent marcher sur les pieds parce que tu as trop vite ta confiance. Ouais, j'ai trop. Et puis, c'est ça fait en moi 4-5 ans que j'apprends à me méfier, enfin, des gens, ou surtout les gens quand même, parce que c'est... Et j'y arrive pas, et je me retrouve dans les mêmes erreurs, en fait, de confiance. Enfin, après, ma tante m'a dit que c'est de ma mère, parce que ma mère, c'était quelqu'un qui aimait apparemment beaucoup les gens et elle avait confiance à personne, confiance en tout le monde. Et elle me dit peut-être, parce que je me fais arnaquer tout le temps. Même avec des amis. Et puis je vais chez ma tante, je pleure. Elle me dit, mais Tita, c'est la 5e fois. À un moment, elle m'a dit, tu sais quoi, il faut plus venir me raconter toutes ces histoires. Et donc, après, à un moment, j'ai appris à l'accepter. Pas totalement, parce que quand même, ça m'attriste quand ça m'arrive. Bien sûr. Mais j'essaye de dire, t'es comme ça, c'est bon. Oui, puis après, moi, il y a ce truc aussi que je me dis à chaque fois, quand une personne est mauvaise avec toi, tu vas pas lui rendre l'appareil. Ouais. Toi, tu fais ce qui est bon pour toi. Et tant pis, moi, je me dis, plus tard, ils vont le payer. Tu vois. Le karma is a bitch. Ça, j'y crois quand même. Ouais. Mais après, ce qui est mauvais avec ma confiance, c'est quand tu sais que la personne t'a trahi. C'est vraiment fini. C'est fini. Ouais. Aussi, ça aussi, ça me fait peur. J'en discutais avec mon ami il y a même une semaine. J'arrive à effacer les gens et les choses facilement. Donc, c'est une qualité, moi, je trouve. Non, c'est pas une qualité. C'est horrible. Pour moi, c'est une qualité. Oh non, mais parce que moi, j'arrive pas à le faire. Tu sais que moi, et puis ça aussi, ma tante m'a dit que c'était ma mère. Quand tu me trahis, c'est fini, terminé. Je dis même pas bonjour. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Une fois, quand j'étais petite, ma tante, tu vois, les trucs d'enfants, on te raconte une histoire, tu vas raconter l'histoire et quelqu'un d'autre vient raconter. Et puis, je suis... donc, il y avait un truc dans le quartier où des gens qui racontaient des choses et puis on en discutait à la maison. Et puis, elle est venue, elle nous a dit, il faut jamais raconter des histoires des autres. Ou que vous avez pas... dont vous n'avez pas été témoin. Dont vous n'avez pas été témoin. Et ça, c'est resté avec moi jusqu'à maintenant. Et en fait, je trouvais pas parce que je me rappelle de la scène où elle me disait tous, je veux plus vous entendre raconter des histoires dont vous n'avez pas été témoin. Et ça finit aujourd'hui. Et donc, depuis, je rentre jamais dans des histoires. Les gossips. Les gossips. Les gossips, non, ça m'intéresse pas. C'est pas... Ouais. Et même quand je commence à dire que tu te souviens de ta tante en train de nous dire tous jamais. Jamais, ouais. Donc ça, c'est quand même. Ouais. Mais ça me prive de beaucoup de choses. Bon, les gossips, c'est marrant parfois, mais c'est pas très, très intéressant non plus. Quelle est la valeur qui te correspond le plus? Oh mon Dieu. Est-ce qu'on connaît ça, la valeur tu peux souvent... La majorité des gens, je pense, ne savent pas reconnaître les valeurs qui les drivent. Ouais. Mais peut-être que toi, tu as une valeur qui te correspond et tu te dis... moi, je dirais la curiosité, tu vois. Ouais. Pour moi, en tout cas.
Moi, je pense un peu la loyauté quand même. Je suis trop loyale. Loyale, ouais. Loyale. Je pense que je suis trop loyale. De fois, Après, est-ce qu'on l'est trop? Je pense, moi, tu vois, mes amis, même quand ils sont en faute, je les défends. En fait, c'est ça. Oui, Je pense aussi ça va avec trop de confiance. Oui. Donc, quand j'ai confiance en toi, je suis loyale et je te défends. Même si on me dit que c'est pas vrai, je dis, ah non, je connais cette personne. Et je connais la version... Même dans le travail aussi. Dans le travail, je pense... Après, je sais pas dans le travail si c'est la loyauté, mais j'aime pas décevoir les gens. Tu vois, si vraiment je promets de faire quelque chose... Tu vas le faire, quoi. Je vais le faire. On a parlé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour Dida? Oh my God. Ça, c'est très dur, hein, la réussite. Je sais. En fait, je pense... moi, je pense quand tu es heureux, hein, quand tu es heureux dans toi, en soi. Là... Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend heureuse, mon Dieu? Je sais même pas. Non, enfin, moi, je pense... arriver à exister, je pense que c'est ça, la réussite. Parce que c'est dur d'exister. Et c'est pour cela que je me dis, si tu te mets un target de dire ma réussite, ça va être ça. Après aussi, peut-être ça va avec les backgrounds des gens aussi, mais je pense la réussite, c'est arriver à exister. Et moi, c'est ça qui me rend heureuse, c'est que j'arrive à vivre, j'arrive à me réveiller, avoir le minimum des choses que j'ai besoin. Et puis arriver à contribuer dans ma société, ça me rend heureux. Hein. Trop bien. Non, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau, sincèrement. Oui. Est-ce que tu as un livre à nous recommander? Un livre que tu as lu, qui t'a marqué, que tu te dis que tu aimerais bien que les auditeurs et moi-même lisons? Moi, attends. Je lisais... Après, peut-être je dis le livre que je suis en train de lire maintenant. Vas-y. Ouais, ça s'appelle Ejo de Beata Moupiei. Ok. Elle est rwandaise. Tu connais Beata? Ouais, je la connais. Et là, je dois aller acheter le deuxième Consolé. je demandais, est-ce que Consolé, on peut le trouver à Ikirezi? Ejo, je le connais. Ejo, ça veut dire demain? Ejo, ça veut dire demain et hier. Demain et... Ah, hier aussi, je savais pas. Ouais, non, en fait, c'est ça le truc avec Ejo, ce qui est intéressant avec hier. Avec hier. Donc, Ejo. Ce qui est intéressant avec Ejo, c'est parce que ça veut dire hier et demain, donc ça dépend du contexte. Et des fois, moi, je me dis peut-être qu'ils ont donné le même nom parce qu'ils ne savaient pas si demain ça va exister aussi. Ah, intéressant. Ouais, donc si ça existe, ça va être l'hier de demain. Ouais. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai vu... non, c'était une amie, Madeleine Mukamawano, qui m'a acheté le livre de Beata Ejo. Et quand j'ai vu le titre, j'ai dit, ce livre doit être super. Ah, génial. Et du coup, pour quand on le lirait? Qu'est-ce qui t'a marqué? J'ai pas encore fini, mais moi, c'est particulier parce que ça parle de les histoires qu'elle écrit. Ça parle de ma ville où j'ai grandi, c'est à Oulié, c'est à Boutaré. Mais c'est vraiment, c'est des petits récits, en fait. C'est pas tout un livre fini, mais elle raconte des situations des vies des gens différents, des familles différentes, des endroits différents. Et ça raconte aussi le Rwanda de l'époque, dans les années 80. Et puis c'est le quotidien, surtout pour les Rwandais, tu rentres... Après, pour tout le monde, le quotidien c'est le même partout dans le monde. Bien sûr. Mais aussi, c'est sa façon de raconter les histoires, Beata. Tu me donnes envie de le lire. Ouais. Où tu arrives à rentrer dans son récit facilement aussi. Et puis la façon d'être décrire les gens, les endroits, c'est comme si tu es là, au fait. Que moi, le premier extrait que j'ai lu, c'était je voyais la scène, la personne descend sur cette colline. Même si j'étais pas de Boutaré, je pense que tu arrives à mettre les images sur les personnages et l'histoire. Génial. Donc, c'est ça mon livre récent. Trop bien. Voilà. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin?
quelque chose que tu aimerais ajouter, une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs, ou juste... Mais tu m'as tout posé. Hein. En plus, je t'ai pas trop posé beaucoup de questions, ça va, j'ai été light. Hein. C'est vrai, hein, on n'est pas... Mais c'est bien, en fait, c'est bien aussi quand je raconte... parce que des fois, quand je fais des interviews, surtout sur moi, tout le monde veut dire « mais racontez-nous alors le génocide. » Ouais, c'est pour ça que je déteste les interviews. Il y a une femme qui a fait une pièce qu'ils ont jouée à l'espace qui s'appelle le Book of Life. Elle est magnifique, cette pièce. Et c'est une pièce de raconter la vie des gens avant le génocide, de dire ces gens ils ont existé. Et oui, ils ont une vie avant, en fait. Ils sont pas juste morts. Oui, et puis c'est surtout ils sont pas morts, et puis c'est un événement extérieur qui doit pas effacer tout ce qui existait avant. Ouais. Bien sûr. Et donc c'est les gens, et j'ai fait l'exercice aussi, tu écris une lettre à quelqu'un qui est décédé. Et tu les racontes, tu remémores des souvenirs d'avant, ou tu les racontes ta vie aujourd'hui. Ta vie aujourd'hui. Et je trouve que c'est toujours bien de aussi pouvoir, enfin, ce que je disais avant, de pouvoir raconter, enfin, des gens comme moi, de pouvoir aussi raconter nos histoires autour de ce truc. Ouais. De ces 100 jours. Oui. Ouais. Parce que ça, ouais, on va le raconter autrement, mais aussi que la vie, que nos vies soient pas que ça. En fait, je pense que je crois que j'ai trouvé le titre d'épisode. Ça va tourner autour de l'identité. Et ouais, c'est ça. Parce que c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois, comme on dit, un événement ne t'identifie pas. Ouais, tu vois, une femme qui se fait violer, malheureusement, le viol ne l'identifie pas. Ouais. Tu vois, c'est un événement extérieur. Et donc, après, tout ce qui est difficile, c'est comment tu te réappropries son histoire. Ça, c'est une quête permanente, difficile et tout ce qu'on veut, mais oui. Et puis aussi, c'est que tu avais dit avant aussi, parce que on est tous en train de se chercher, de trouver notre identité aussi. Et c'est pareil pour moi aussi. Donc, c'est ça aussi. Ouais. C'est ça aussi. Et donc, arriver à... Parce que c'est ça que j'ai toujours... Après, je sais pas si... c'est ça que j'ai toujours essayé, de ne pas... Parce que les gens, tu vois, ils veulent te mettre une étiquette. Moi, j'ai toujours... Toujours dans des cases. J'ai toujours évité ça. J'ai toujours dit... Même quand on me demande, Dida, comment tu as réussi, tu vas témoigner, tu dis aux gens, voilà, je suis rescapée et j'ai réussi. J'ai dit non, ça n'a jamais été ça. J'ai pas réussi. Ça n'a rien à voir. J'ai fait ma vie. Après, j'étais avec mes morts. Mais la vie que j'ai construite n'est pas ça. C'est pas pour ça. C'était pas genre, je suis rescapée, je vais me lever, je vais travailler. Non. Oui, non, mais les gens, c'est un peu, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi sur les subventions, les trucs, les films, ils veulent, il y a aussi beaucoup ce langage que l'on veut perpétuer en Afrique, et ça c'est très fatigant. Ouais. Au fait, se vulnérabiliser. Voilà, vouloir venir, c'est le bon samaritain qui vient aider l'Afrique pauvre et misérable. Alors qu'en fait, il y a plein d'histoires belles, et tu vois, ton histoire là que tu racontes, certes, on en a parlé, mais ça te conditionne pas en fait. Ouais, c'est ça. Et si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Sur Instagram? Dans ma petite dépression à l'époque, j'ai effacé tous mes réseaux sociaux. C'est vrai. Et quand je suis revenue, je suis retournée sur Instagram, donc Didous Kadoua. Didouchka. Puis Nibagwele Dida sur LinkedIn, Usenga Dida sur Twitter. Je mettrai tous ces liens dans les références de l'épisode que les auditeurs pourront vous retrouver dans la newsletter. Voilà. Écoute Dida, j'ai trop aimé. J'espère que tu as bien aimé. Mais oui, c'était super. Parce que juste j'ai trop parlé, moi. Non, juste pour la petite anecdote, Dida m'a pris un café. Elle me dit non, moi je sais pas parler de moi. C'est quand je parle de moi. Est-ce que je peux citer? C'est comme si je me prostituais pour dire pas. Mais tu le fais très bien. Ah ouais, avec c'est vrai. Brio. Ouais, je pense que les auditeurs vont aimer. Bon, du coup, les auditeurs, s'il vous plaît, si vous avez adoré l'épisode, écrivez à Dida, écrivez-moi, je transmettrai. Mais voilà. C'est important d'encourager les gens dans un exercice qui est pas simple parce que elle aime pas trop parler d'elle et. Ouais, j'ai essayé, tu vois. Non, t'as été parfaite. Merci beaucoup, Dida. Merci à toi. Merci beaucoup.